Chers amis, soyez les bienvenus à cette série sur la nature de l'homme et le sujet que nous traitons depuis plusieurs semaines, la violence physique et psychologique, comment diagnostiquer la maltraitance. Je vous avais promis la semaine dernière, après avoir expliqué les 30 signes de maltraitance psychologique, je vous avais promis de présenter un test clinique sur la maltraitance psychologique. Donc, on va le présenter aujourd'hui, mais avant ça, je voudrais aussi, euh, on va le présenter aujourd'hui, mais avant ça, je voudrais aussi donner la bienvenue à Itamar, qui nous accompagne pour cette vidéo. Merci et bienvenue à tous. Très bien, la semaine dernière, on avait traité ces 30 signes, et aujourd'hui, on va voir le test. Mais avant ça, je voudrais vous partager un petit slide avec quelques informations pratiques sur quoi faire en cas de maltraitance physique ou psychologique. Les ressources sont les suivantes. Donc on peut s'adresser à un médecin ou un professionnel de santé. Donc, que ce soit pour une consultation, on peut se confier même à une infirmière, à un professionnel de santé. Ou si, Psychologue aussi, hein. oui, ou si le professionnel de santé commence à vous poser des questions parce qu'il soupçonne quelque chose, de coopérer. Parce que peut-être que c'est l'opportunité pour réussir à s'éloigner de la personne ou à sortir de ce cercle vicieux. Donc, on a aussi les autorités telles que la police, la gendarmerie, etc. Ouais. Et les services sociaux de ta ville. OK. Donc, à titre indicatif, on va donner quelques numéros pratiques, mais bon, vous pouvez trouver plus d'informations si vous faites des recherches sur Internet ou si vous consultez, par exemple, la mairie de votre localité. Donc, en France, on a le 39 19 et le 17 qui est le numéro de la police. Donc, ça, c'est important. En Belgique, il y a ce numéro, le 0830 030, ou le 107, qui est un numéro court d'aide en cas de violences conjugales. Et en Espagne, on a le 016, qui est un numéro court. C'est un organisme d'aide en cas de violences conjugales. Mais vous avez aussi l'adresse mail d'une association, d'un organisme qui aide en cas de violence sur le territoire espagnol. Donc, si vous êtes victime des violences conjugales ou de maltraitance, vous pouvez les contacter à l'adresse ayudanos@unavid.es. Au Mexique, bon, il y a ça. Cette adresse-là, vous avez l'adresse, le lien, et vous l'aurez aussi dans le descriptif de la vidéo. Et d'autres liens, on a aussi un document du consulat de la Colombie pour les ressortissants colombiens résidant en France, dans lequel il explique quelles sont les ressources possibles en cas de maltraitance pour les ressortissants colombiens. Mais j'ai lu le document et la plupart de ces informations sont applicables à n'importe quelle personne sur le territoire français. Donc voilà, je vais rajouter aussi ce lien sur le descriptif de la vidéo. Voilà, quelques informations pratiques. Maintenant qu'on a vu ça et qu'on sait plus ou moins comment on peut obtenir de l'aide, laissez-moi vous dire, la première chose, c'est de ne pas rester en silence. Il faut parler à des membres de la famille, à des amis, aux personnes de son entourage. Il faut parler de ces situations de maltraitance, c'est important. Et surtout, ça peut être vital. Ça peut être vital, oui, dans C'est certains. très important que votre entourage soit au courant de ce qui se passe. C'est ça. Et surtout que la maltraitance, ce type de maltraitance, c'est sournois parce que souvent les personnes disent, oui, mais c'est pas si grave que ça, bon, c'est un petit coup, c'est juste une humiliation, c'est juste ceci et cela. Sauf que soit par un coup, ça peut amener à la mort, soit par une situation de détresse psychologique, ça peut pousser jusqu'au suicide. Mais ça peut passer aussi par des pathologies, des somatisations de ce malaise, ce mal-être intérieur, comme des cancers ou des maladies très, très graves. Donc, ça peut amener jusqu'à la mort, petit à petit. Et surtout, ça peut, et c'est certainement le cas, ça détale aussi sur les autres membres de la famille. Donc, les enfants, ils sont souvent des victimes collatérales
de ce type de situations. Donc ça aussi, il faut éviter. Il faut éviter que ces situations puissent durer dans le temps, puisque c'est le temps qui va être le pire ennemi dans ce type de situation. Donc il faut rapidement prendre conscience de la situation, il faut rapidement prendre conscience que ce n'est pas de votre faute. Si vous êtes victime de maltraitance, vous n'avez rien fait et vous ne méritez pas ça. Il faut aussi prendre conscience que la personne qui se trouve en face, elle a besoin d'aide, mais qu'elle doit l'accepter. Autrement, elle ne pourra pas être aidée. Il faut aussi prendre conscience que si vous ne parlez pas et que si vous n'agissez pas, peut-être que ça sera bientôt, ça sera trop tard. Donc ça, c'est très important dans ces situations de maltraitance. Très bien. Donc on va attaquer maintenant le sujet d'aujourd'hui, qui est ce test. Donc, c'est un test que je vais vous mettre à disposition sur notre site veritable4a.org. Vous trouverez le lien dans le descriptif de la vidéo. Et vous pouvez le remplir, télécharger la version PDF, le remplir et nous le renvoyer. Pour prendre contact avec nous, vous avez un lien de contact. Vous nous envoyez un message, on vous envoie un mail vous permettant de nous faire un retour par mail de ce formulaire rempli. Et en fonction des résultats, on vous recontactera. De toute façon, on vous recontactera à coup sûr, mais on vous dira quelles sont les possibilités, qu'est-ce que vous devez faire, si c'est urgent ou pas, ou si vous avez des alternatives pour résoudre ces différentes problématiques. Donc voilà, n'hésitez pas à nous solliciter, on en fera avec grand plaisir et beaucoup d'amour, mais surtout, n'hésitez pas à agir. Ça, c'est très important. Alors, Donc, on va voir le test qui est composé de 18 questions, donc ils apparaissent tous toutes en même temps, mais Idama va les lire une par une. donc la première, vous sentez-vous anxieux ou nerveux lorsque vous êtes avec votre partenaire? Ok. Donc, une fois, il faut expliquer la dynamique sur la première question qui est la même pour tous les autres. Donc, vous avez 3 possibilités de réponse. C'est non, c'est pas le cas. Parfois, c'est des fois oui, des fois non. Ou régulièrement, c'est tout le temps. Donc voilà, vous répondez en fonction de ce qui est mieux adapté à votre réalité. Il faut être très sincère et très précis dans votre réponse. OK? Donc la deuxième, surveillez-vous ce que vous faites de peur que votre partenaire se fâche ou se sente mal? La troisième, vous sentez-vous obligé ou poussé à avoir des relations sexuelles avec votre partenaire? Donc voilà, pousser, c'est pas la même chose qu'obliger. Obliger, c'est par la contrainte. Voilà. Pousser, c'est un peu plus indirect. Obliger, c'est si tu ne fais pas, bah, je vais te cogner, je vais te frapper ou je vais te faire mal. Et pousser, c'est j'ai tellement peur que je ne peux pas refuser. Même si je n'ai pas envie, je ne peux pas refuser. Ça peut arriver à des hommes comme à des femmes. Hein. Donc, voilà. La quatrième, avez-vous peur d'exprimer une opinion différente de celle de votre partenaire? Mhm. Votre partenaire vous critique-t-il ou vous critique-t-elle ou vous embarrasse-t-il ou vous embarrasse-t-elle devant d'autres personnes? Mhm. Donc, c'est les humiliations publiques. Donc, c'est non, parfois, ou régulièrement. 6. La sixième, votre partenaire contrôle-t-il ou contrôle-t-elle ce que vous avez fait et ne croit-il pas ou ne croit-elle pas vos réponses? Mhm. Donc, oui. Parce que tu étais où? La sixième. Ben, je suis parti faire du shopping. J'ai Ouais, t'es entendu. sûr? Ouais, j'étais avec des amis. Ouais, c'est ça. Tu t'es mis d'accord pour qu'elle te couvre. Tu étais où? Dis-moi la vérité. Donc, ça, c'est une forme de maltraitance. OK? La 7e? Et bah, d'ailleurs, ça, ce qui peut amener dans cette situation, d'installer un dispositif de traçage pour que le conjoint puisse Exactement. croire, mais du coup, c'est une perte de liberté. Oui. C'est une restriction de la liberté Mm. individuelle. Tout à fait. Donc la septième, votre partenaire est-il ou est-elle jaloux ou jalouse avec des comportements tels que vous accusez d'avoir des liaisons? Oui. Là, le mari, il arrive un peu tard parce qu'il a eu une réunion qui a duré un peu plus de temps. Il dit, oui, c'est ça, tu arrives tard. Tu étais chez ta copine, hein, c'est ça? Tu étais encore avec elle. Parce que la femme n'existait pas, hein, en fait, ta copine. Mais elle est convaincue parce que, en fait, moi j'ai expliqué la semaine dernière, la personne jalouse, elle a tendance à contrôler, à prendre l'autre comme un objet qui lui appartient. 8. La huitième, votre partenaire vous dit-il ou vous dit-elle
qu'il ou elle cessera de vous frapper lorsque vous commencerez à vous comporter correctement. Donc ça, ouais, c'est un moyen de culpabiliser la victime par ce comportement inacceptable. Mm. 9e. 9e. Avez-vous cessé de voir votre famille ou vos amis à cause du comportement de votre partenaire? Ça ressemble énormément à certaines des questions qui ont été abordées dans les 30 signes de maltraitance. Donc voilà, ça à réfléchir. La 10e. 10e. Le comportement de votre partenaire vous donne-t-il l'impression d'avoir tort? Mhm. Ok. Donc, la personne se sent coupable et pense que s'il se comporte de telle manière, c'est de par sa faute. Ok. Très bien, donc on va aborder les dernières. 11. Votre partenaire menace-t-il de vous faire du mal ou menace-t-elle? Voilà. 2e. Essayez-vous de plaire à votre partenaire avant vous-même pour éviter un préjudice physique ou émotionnel? Mhm. 13. Votre partenaire vous empêche-t-il ou vous empêche-t-elle de sortir ou de faire des choses que vous voulez faire? Mhm. 14. Avez-vous l'impression que rien de ce que vous faites n'est assez bon pour votre partenaire? 15. Votre partenaire vous dit-il que si vous essayez de le quitter ou de la quitter, vous ne reverrez plus vos enfants? Voilà, c'est une forme de chantage psychologique. Ok. 16. Votre partenaire vous dit-il, vous dit-elle que si vous essayez de le quitter ou de la quitter, il se tuera ou vous tuera? Mhm. C'est la manipulation. Ouais. Oui. 17. Votre partenaire agit toujours avec une excuse pour son comportement de type l'alcool m'a mené à le faire, mon travail est très stressant, c'est de ta faute, c'était juste une blague. Mhm. Ouais. Des fois, c'est toute blague. Ouais. 18. 18 la dernière. Oui. Mentez-vous à votre famille, à vos amis ou à votre médecin au sujet de vos ecchymoses, coupures ou égratignures? Mhm. Oui. De Pour ces type blessures, ah ouais, je suis tombée des escaliers. ouais, je suis tombé en faisant de vélo. Alors que ça soit en fait un professionnel de santé, Bah oui, c'est interpréter la forme des c'est ecchymoses, la couleur. c'est caractéristique, un coup de poing, ça a des cicatrices, des ecchymoses. Ça fait des ecchymoses assez particulières, hein. Shoot à vélo, ça va rarement Bah surtout la forme en fait. faire un bleu autour de l'œil, quoi. Mais en fait, il faut arrêter. Il faut parler, il faut extérioriser, il faut respirer. La communication est importante dans cette situation. Et sans la communication, vous risquez de tomber dans une situation extrêmement grave. Donc faites attention. Si vous êtes victime de maltraitance, il faut surtout parler, parler et parler. Concernant ce test, alors pour que ce test soit efficace et qu'il soit correctement interprété, il doit être interprété par un professionnel. Et les tests qu'on fait sur Internet, qui disent oui, vous êtes maltraité ou non, vous n'êtes pas maltraité, ce sont des tests qui sont faits avec des calculs mathématiques sur la façon dont vous répondez à vos questions. Mais en fait, un professionnel, il va lire le test, il va avoir une idée, et ensuite il va vous poser des questions. Il va vous proposer un entretien, il va vous proposer un échange pour essayer de vous aider et mieux comprendre la situation. Donc le test, il sera toujours incomplet. Oui, ça peut donner une indication. Il y a, par exemple, les relations sexuelles non consenties, c'est clairement de la maltraitance. Il y a pas d'ambiguïté là-dessus, hein. Et c'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'il y a la maltraitance et la maltraitance. Et quand on parle de maltraitance, c'est une situation qui se vit à deux. Ou à plusieurs quand on a des enfants. Oui, en effet. Donc voilà, c'est ça le problème. Donc l'idée de ce test, c'est que vous l'envoyez et on puisse vous aider. Ou sinon, vous pouvez le remplir et le présenter à un psychologue, un psychiatre ou à votre médecin. Vous dites, voilà, j'ai trouvé ça sur le site de Veritas 4A, je le remplis, je ne vais pas le remettre à Veritas 4A, mais je vais le soumettre à votre expertise. Et le médecin, il pourra vous dire hein, si c'est de la maltraitance ou pas, et il pourra vous aider, vous conseiller. Donc, surtout, il faut surtout agir. Donc, on propose de l'aide, mais vous n'êtes pas obligé de passer par nous. Mais en tout cas, faites-vous aider. C'est ça le plus important. OK? Donc, voilà, en résumé, ce qui permet de détecter à coup sûr que vous êtes dans une situation de maltraitance et pour laquelle il faut agir en urgence. OK?
Vous êtes victime de violences psychologiques lorsque votre partenaire présente un ou plusieurs des comportements suivants. Donc, émet des critiques destructrices, vous menace verbalement, vous intimide. Il dit toujours qu'il a raison, il vous exclut de la prise de décision familiale. Donc, il ou elle, hein. Il ou elle. Abuser, donc il ou elle abuse de votre confiance en mentant, en cachant des informations ou des documents importants, en trichant ou en étant jaloux de manière inappropriée. Minimise ou nie leur comportement abusif. Il vous manque de respect, vous laisse dans un mauvais endroit ou vous humilie devant les autres. Vous harcèle en vous suivant ou en vous contrôlant. Vous empêche de voir vos parents ou vos amis ou insiste pour toujours y aller avec vous. Donc, il ou elle contrôle vos appels téléphoniques. Donc voilà, ce sont des signes qui permettent d'identifier un seul de ces signes est suffisant pour comprendre qu'on est en situation de maltraitance. Oui, ensuite, ça c'est la maltraitance psychologique et ce qui suit, c'est pour la maltraitance physique. Vous êtes victime de violences physiques lorsque votre partenaire vous intimide avec des gestes de colère ou de menace, détruit vos biens ou objets dans la maison, vous oblige à avoir des relations sexuelles ou à effectuer des actes sexuels contre votre volonté, donne des coups de poing, des coups de pied, vous pousse, vous brûle ou vous attrape le cou. Il utilise des armes pour vous menacer ou vous blesser ou blesser vos proches. Donc, Voilà. toujours il Ça, ou elle. Il ou elle, hein, il ou elle. Et donc, ça, il n'y a pas d'ambiguïté, en fait. La maltraitance physique, ça laisse très peu d'ambiguïté. Le seul souci avec la maltraitance physique, c'est que souvent les victimes, ils se sentent coupables et ils pensent que s'ils sont maltraités, c'est qu'ils le méritent. Ou pense que c'est normal. Ils pensent que c'est normal, puisque souvent les victimes de maltraitance conjugale ont été des victimes de maltraitance dans la famille. Mais ou encore dans la société, la violence c'est banalisé. Rien qu'en regardant les jeunes de nos jours, oui. La violence c'est normal. Ça c'est vrai. C'est vrai. Alors que ça ne devrait pas. La banalisation de la violence, on a fait une vidéo sur la banalisation de la violence. Mais effectivement, c'est un problème. Donc, il faut pas penser que c'est normal. C'est pas normal. Vous méritez d'être mieux traité et vous méritez d'être heureux ou heureuse. Il faut pas oublier non plus la personne qui maltraite, parce que cette personne elle peut être en détresse pour une raison X ou Y, ça peut être une addiction. Cette addiction, elle peut cacher une dépression profonde, un traumatisme, un stress post-traumatique. Il y a des gens qui sont victimes de stress post-traumatique et qui maltraitent. Ils ne le font pas exprès. C'est une réaction due à ce traumatisme. Je ne justifie pas, hein, attention, je ne suis pas en train de justifier la violence, mais c'est pour dire que cette personne elle peut avoir besoin d'aide. Et s'il accepte d'être aidé, il doit être aidé. Donc voilà. Mais la victime, elle a encore plus besoin d'être aidée. Donc, tout le monde a besoin d'être aidé. Il ne faut pas oublier la victime, il ne faut pas non plus oublier celui qui maltraite. OK? Donc voilà. Et l'idée, c'est dans la mesure du possible de restaurer les relations entre personnes. Il y a des fois où c'est possible et il y a des fois où ce ne l'est pas. Surtout si la personne qui maltraite ne veut pas être aidée. OK? On va lire aussi un texte sur la violence. Donc, c'est un texte d'Ellen White. Je me suis permis de traduire. C'est une lettre qui a été adressée à une personne et dont on a la transcription. Donc, le nom a été anonymisé. Et j'invite Itamar à la lire. Oui. Sœur D, je n'aurais pas présenté la question comme je l'ai présentée s'il n'y avait pas eu une autre vie aussi liée à la vôtre. La vie de quelqu'un que Dieu a choisi comme son serviteur. Ce mariage n'aurait pas dû avoir lieu, mais le pas a été franchi et la tâche que votre mari doit maintenant surmonter est 10 fois plus difficile que s'il ne vous avait jamais rencontré. L'utilité de votre mari doit-elle être détruite et sa vie doit-elle se terminer par un échec à cause de vous? L'identité de votre mari ne devrait pas être absorbée par la vôtre. Le vœu de mariage qui unit les époux est incassable, mais il a aussi des vœux pour le Seigneur. L'aimer de tout son cœur, ce qui est une affection indivisible. Donc là, on a un cas de maltraitance psychologique dirigée à un homme. Donc cet homme, dont son identité était absorbée
par l'identité de sa femme. OK? Ça, c'est un premier cas. Donc là, on va parler d'un autre cas où c'est une situation inversée, où c'est l'homme qui va vouloir dominer la femme, et voilà le conseil qui est donné. Donc on le trouve dans le livre Le foyer chrétien, ça c'est une traduction officielle, donc c'est pas moi qui l'a traduit, une traduction officielle d'un texte d'Ellen White. Parce qu'ils n'ont pas suivi les instructions du Seigneur, bien des maris n'ont pas l'égard de leur femme une attitude conforme à celle de Jésus envers l'Église. Ils prétendent que leur femme doit se soumettre à eux en toutes choses, mais Dieu n'a jamais voulu que le mari exerce une autorité comme chef de famille s'il n'est lui-même soumis au Christ. Il doit se placer sous l'autorité du Christ, ce qui lui permettra de refléter la relation qui unit Jésus à son Église. S'il se conduit comme un époux vulgaire, dur, tapageur, égoïste, rude et dominateur, qui ne s'avise pas de prétendre que le mari est le chef de la femme et que celle-ci lui doit obéissance en toutes choses, car il n'est pas le Seigneur et dans le vrai sens du terme, il n'est pas le mari. Donc voilà. Pour qu'il soit considéré d'un point de vue spirituel comme le mari, il doit suivre l'exemple de Christ. Il doit être un symbole de Christ. Dans le sens où le Christ, il s'est sacrifié pour l'Église. Il a donné sa vie pour l'Église. Mais aussi, il nous a enseigné avec amour, patience. Il a accompagné ses disciples. Et il nous accompagne aujourd'hui. Il veille à nos intérêts, il nous protège et il prépare le chemin pour que nous puissions aller au ciel. De même, le mari doit faire avec sa femme, avec sa famille. Donc, le père des familles, pour qu'il soit digne de ce nom d'un point de vue spirituel et qu'il puisse bénéficier de la position que Dieu lui a donnée, il faut en même temps qu'il soit complètement connecté au Christ et qu'il puisse être vraiment un symbole du Christ. Autrement, il ne peut pas occuper cette position parce qu'il y a beaucoup d'hommes croyants qui disent oui, mais Dieu a dit que la femme, elle doit se soumettre au mari. Donc, elle doit faire ce que le mari dit. Oui, à condition que lui-même, il soit soumis au Christ. Donc, finalement, c'est le mari et la femme qui sont sous le contrôle de Christ. Et voilà ce que nous dit ce texte. Et le texte continue. Les maris devraient étudier leur modèle et chercher à savoir ce que signifie le symbole présenté aux chrétiens d'Éphèse, c'est-à-dire la relation du Christ avec l'Église. Le mari doit se conduire comme un sauveur dans sa famille. Est-il disposé, dans sa condition humaine, à présenter Dieu noblement, cherchant à élever l'âme de sa femme et celle de ses enfants? Va-t-il créer autour de lui une atmosphère de pureté et de douceur? En affirmant son autorité, va-t-il chercher à cultiver assidûment l'amour de Jésus comme principe directeur de son foyer? Donc, on continue. Donc, une fois de plus sur le foyer chrétien, on trouve ce texte aussi. Que chaque mari et père de famille s'efforce de comprendre les paroles du Christ, non pas de manière étroite et bornée, en insistant sur la soumission de la femme à son mari, mais à la lumière de la croix du calvaire, en rapport avec sa responsabilité dans le cercle de sa famille. Mari, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. Jésus s'est donné lui-même en mourant sur la croix en vue de nous purifier du péché et de la corruption et pour nous préserver de tout péché et de toute souillure par l'influence du Saint-Esprit. Voilà, c'est l'explication qu'on a fait tout à l'heure. Donc, ceux qui ont un concept assez spirituel de la famille, ils devraient savoir que pour que le mari puisse occuper le poste de chef de famille, ils doivent être un symbole de Christ. Bon, très bien, le temps s'est terminé. Pour une fois, on est pile dans le temps. Et une fois, c'est pas coutume. Aujourd'hui, on n'a pas eu de questions lors du sujet. En tout cas, on vous remercie pour votre intérêt. Si vous considérez que cette vidéo est utile pour vous, n'hésitez pas à nous donner un like et aussi à vous abonner à la chaîne hein, si vous n'êtes pas abonné. Mais surtout à la partager sans modération avec tous vos amis, voisins. Vous savez, ces vidéos sur la violence sont extrêmement importantes et en partageant ces liens, peut-être que vous pourrez sauver une vie. En tout cas, vous pouvez éviter beaucoup de souffrance dans un foyer. Et ça, c'est pas mal.
Donc, je vous remercie pour votre attention. Je remercie aussi Tamar qui nous a accompagnés aujourd'hui. Et je vous souhaite le meilleur. Que Dieu bénisse votre curiosité. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.